Waouh. Salut à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de chaos. Alors comment est-ce que cette idée a pop sur la scène? La légende raconte que ça s'est passé quand on a essayé de modéliser des comportements de population. Donc le truc le plus simple ce serait de dire bon bah j'ai des lapins sur une île, enfin, c'est un peu schéma typique, et après ils se reproduisent. Donc on voit très bien que si on commence à dire ce qui va se passer au temps d'après, c'est proportionnel à ce qu'il y avait au temps n, et ben on va avoir une croissance exponentielle des lapins sur donc c'est pas exactement ce qu'on observe. C'est pourquoi on a rajouté, donc ça c'est proportionnel à ce qui se passait juste avant, et on rajoute un terme un peu de contrôle qui est en 1 moins un. Et à quoi il va servir celui-là? Il va servir à induire l'existence d'un nombre idéal de lapins sur l'île, où ils vont bien se gérer, quoi, entre ceux qui meurent et qui ils utilisent correctement leurs ressources. On pourrait un peu se donner cette intuition-là. Donc voilà l'équation qu'on va utiliser aujourd'hui, qui nous dit qu'au temps n plus 1, la population de lapins elle est donnée par un certain R, que multiplie la population au temps n fois 1 moins un. Donc ça c'est le début. Et donc chaque évolution de population est déterministe, dans la mesure où c'est une équation qui, à chaque pas de temps, est totalement connue et ne donne qu'une seule solution. Et donc c'est dépendant de deux choses, contrairement à ce qui est écrit là, la valeur initiale et le paramètre quand même, que l'on choisit. Je vais descendre un petit peu. J'ai fait des petites simulations pour voir même plus loin. Enfin, en fait, ce sera les images qui apparaissent qui sont intéressantes. Celle-ci par exemple. Donc ça c'est juste pour se donner un peu une idée. Si je commence avec une population, voilà, oui, c'est vrai, par exemple de 0,5, avec certains paramètres, on a une extinction de la population. Ce paramètre c'est R égale 1. Et on voit que si le paramètre R augmente, mais on comprend que c'est une extinction, parce que le paramètre R, il pilote à quel point je repeuple, oh, pas mal. À quel point je repeuple mon île. Donc plus R va être grand, plus on va avoir des lapins. Et donc on voit que finalement, l'idée derrière ce plot, c'est de montrer que ça n'a pas trop d'incidence, ce qui se passe au début, et que ce qui va être intéressant, c'est d'étudier la suite au temps long. C'est-à-dire en regardant vraiment lorsque on a itéré plein de fois, de telle manière que le système il a presque oublié d'où il venait, quoi. Et on peut distinguer, bon, si on connaît un peu la fin du film, deux comportements. Un comportement assez erratique, donc qui a l'impression de fluctuer. Bon là on voit pas, mais il repasse en bas, il remonte, il redescend, qui fluctue pas de manière complètement certaine. Et on voit que c'est pour R égale 3.9. Et à côté de ça, on a des scénarios beaucoup plus calmes, qui vont osciller entre deux valeurs pour ces deux-là, et une seule valeur pour celle-là, parce que la valeur a une suite, a une limite unique et bien déterminée. Donc ce qu'on va faire, c'est étudier ce qui se passe pour le temps long, pour notre population. Donc pour ce faire, j'ai tracé un plot que vous devez connaître, peut-être, que vous avez peut-être déjà vu, où ce qu'on indique, c'est en fonction de ce paramètre R, donc je prends une population de 0,5 au début, vu qu'on a montré ou compris qu'elle n'avait pas un grand intérêt pour la suite. J'ai 0,5 et je vais faire varier la valeur de mon paramètre, j'itère la suite plein de fois et je regarde quelle est la limite de ma suite. Donc au début, c'est 0, comme on l'a expliqué. Le paramètre R est trop petit, mais les lapins ne se reproduisent pas assez. Et puis au bout d'un moment, en fait, la suite prédit un nombre d'équilibres de lapins précis. C'est-à-dire, voilà, quand il y a 50 lapins sur l'île, ça bouge plus, c'est parfait. Tout ce qui meurt, ce qui meurt compense ce qui naît, et c'est super. Là, on peut se dire, c'est chouette comme modèle, ça nous donne des trucs qui sont un peu de l'ordre de ce qu'on peut voir dans physiquement, quoi. Et il commence à se passer des choses à partir d'à peu près 2.9, peut-être, où il y a deux états stables pour mon île, mais qui oscillent l'un l'autre à chaque temps, quoi. C'est-à-dire au temps très très long, la population de lapins sur mon île, elle vaut ça, puis 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 ça, lorsque j'ai fixé mon paramètre R. Ça, c'est la deuxième chose importante à remarquer, donc ça, on appelle ça des bifurcations. Et la troisième chose, qu'on voit pas hyper bien, mais parce que j'ai pas beaucoup itéré, donc j'ai zoomé un peu là-dessus, c'est que passer une certaine valeur, alors là pour le coup qui vaut c'est pas précis, quoi. Ce nombre a une importance, mais il n'est pas bien déterminé.
et ben on peut remarquer que ça devient vraiment n'importe quoi. Enfin, au sens où la suite semble osciller de manière complètement erratique au temps infini entre quasiment enfin, nous on a tout discrétisé, mais entre un nombre infini de valeurs. Ces choses-là, c'est plus lié à la représentation qu'à des vraies dynamiques qui pourraient être sous-jacentes dans les limites. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'il y a des traits, c'est plus parce que je les ai dessinés avec des points d'une taille finie, et qu'il y a peut-être... Enfin bon, c'est pas aussi intéressant que ça de s'intéresser à ces structures. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment un grand nombre de valeurs finales pour ma population de lapins. Et ce qui est dingue, c'est que si je rezoome juste ici, là, donc dans une zone qui a l'air un peu épargnée par ce chaos ambiant, parce que c'est ça qu'on appelle du chaos, et ben si je rezoome, bon alors là pour le coup la résolution commence à être un vrai problème, mais on peut observer à nouveau ces diagrammes de bifurcation, donc qui nous font penser à une structure fractale. Donc si on résume un peu là ce qu'on vient de faire, on avait une population de lapins qu'on a essayé de modéliser avec un modèle qui est pas complètement délirant, et la valeur du paramètre semble avoir une grosse importance sur les limites de population de lapins qu'on prédit. Donc il y en a pour lesquels tout le monde meurt, d'autres pour lesquels on a une limite, d'autres 2, puis 4, puis machin, et d'autres pour lesquels ça n'a presque pas de sens de parler de valeur finale de population dans la mesure où bah, ça oscille voilà, de manière complètement aléatoire, erratique, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas chaotique, entre un très très grand nombre de valeurs. Ce qui est chouette, c'est qu'on a quand même découvert un pattern un peu fractal dans toute cette histoire, et il y a une fractale que les mathématiciens aiment beaucoup, la fractale de Mandelbrot. Alors qu'est-ce que c'est la fractale de Mandelbrot? Vous avez déjà probablement vu, c'est deux espèces de bulbes avec des poils. Bon, c'est une structure hyper géométrique et dans laquelle, prétendument, plus on zoome, enfin, personne ne vérifie, mais je déconne. Plus on zoome dedans, plus on a, la frontière n'est jamais lisse, quoi. On a toujours un truc qui est, je sais pas comment on appelle ça en maths, peut-être on pourrait dire non différenciable tout au long de la surface de l'ensemble de Mandelbrot. Comment on la génère? Ça c'est intéressant. Ce qui est fou, c'est que c'est également un procédé itératif. C'est-à-dire on va à nouveau faire quelque chose de manière séquentielle, quoi. Ça, puis ça, puis ça, en boucle en appliquant la même opération, de la même manière que ce qu'on avait fait pour les populations. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je considère cette fonction, qui a beaucoup à voir en fait, parce que c'est un peu le degré 2 aussi, mais je considère cette fonction qui a un complexe z, m'associe ce complexe monté au carré, plus un autre complexe. Ce truc-là est constant, et donc en fait j'ai plein de fonctions qui sont paramétrées par ce petit truc-là que je peux rajouter. Et ce qu'on va faire, c'est regarder pour tous les points, ce que je vais faire varier c'est le c, en partant d'une valeur nulle ici, donc en partant de 0, et en appliquant de manière itérative cette fonction, voir si j'ai une divergence ou pas de ma fonction. Alors une divergence c'est quoi? C'est quand ma fonction norme elle va tendre vers l'infini. Donc si on essaye un peu naïvement avec c égale 0, par exemple, f de 0, parce que je pars de 0, j'ai fixé, ça fait 0 au carré, donc 0 plus 0. Et donc on voit que je vais boucler à l'infini sur 0. Et donc comment je vais représenter le fait que pour 0, ça converge vers 0, c'est beaucoup de 0 dans la même phrase, je vais mettre un petit pixel noir en 0. Ensuite je vais essayer pour 1, et là pour 1 il se passe un truc un peu différent, parce que je commence 0, 0 au carré, 0 plus 1, donc j'ai 1, et ensuite 1, si je le mets là-dedans, je dois le mettre au carré, rajouter 1, donc ça me fait déjà 2. Ensuite je le mets au carré, je rajoute 1, donc on voit que ça va diverger, donc ce truc là diverge, je vais le mettre d'une autre couleur pour dire qu'il diverge. Donc ça c'est ce que j'ai tracé ensuite, ici, c'est plutôt beau. Donc on dit en 0, je crois qu'il est là le 0, faudrait réfléchir un peu. Ouais, donc ça c'est en 0. Et dès qu'on prend un nombre un peu positif, donc là c'est l'axe des x, l'axe c'est l'axe des y, dès que je prends un truc un peu positif, ça va diverger, parce que j'additionne des quantités positives qui ne tendent pas vers 0, donc ça explose. Alors que quand je commence à prendre des nombres négatifs, tout se passe très bien, parce que ça se passe très bien, on sait pas vraiment bien pourquoi, mais ça se passe bien, ça converge. Ce qui est un peu plus drôle, c'est d'essayer avec des paramètres C complexes,
Et donc là, on voit apparaître cette espèce de structure super géométrique et qu'on appelle fractale, parce qu'elle a une forme d'autosimilarité. C'est-à-dire que ce lobe-là, si je l'isole, il ressemble vachement à celui-ci. Et en fait, celui-là, il ressemble même vachement à celui-ci, quoi. Enfin, et on retrouve, à mesure que l'on dilate les échelles d'espace, ces structures à l'infini dans la fractale. Du coup là, c'est super, je vous ai montré un truc qui est joli et qui me fait absolument triper, genre c'est probablement des trucs mathématiques que je kiffe le plus. Donc big up à Mandelbrot. Mais on avait vu, nous, dans la population de lapins, qu'il y avait un comportement fractal. Donc il faudrait voir si on réussit à lier cette fractale-là, qu'on connaît, qui est super, et notre diagramme de bifurcation qu'on a vu tout à l'heure. Là. Et alors c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que si, donc là c'est le dernier moment où il faut s'accrocher, si pour chaque point de la suite que je génère ici en appliquant itérativement ma fonction, je regarde les limites entre lesquelles elle oscille, parce que là si elle est en jaune ça veut dire qu'elle a convergé dans un sens un peu large, parce que ça oscille entre des valeurs limites, mais en tout cas elle ne diverge pas, grossièrement. Et bien si je regarde quelles sont les valeurs entre lesquelles elle oscille, ici je vais en avoir une seule, c'est-à-dire que ma suite elle va converger à l'infini vers une seule valeur, ici elle va converger vers deux valeurs, ici 3, puis 4, etc. Et donc en fait, si je m'amuse à un peu par la pensée faire, comment on appellerait ça, rotater mon plan de Mandelbrot en indiquant les limites pour chacun des points complexes, et ben je peux voir apparaître la structure que j'avais juste avant. Et donc c'est l'image absolument que je trouve délirante. Ouais, alors là, oh bon, pardon, j'ai oublié que j'avais ce truc-là, qui dit combien il y a de cycles limites. Donc là, il y en a un seul, là, il y en a deux, là, il y en a trois, etc. Et on voit que dans les lobes un peu autour, il se passe des trucs un peu chelous. Ici, il y en a, je sais pas, 4. Ici, il y en a, bon bref. C'est le nombre de points limites avec lesquels, sur lesquels va buter notre suite générée de manière itérative avec notre fonction f. Et donc si j'indique quelles sont les valeurs de ces limites, je peux enfin tracer un diagramme qui est beaucoup moins bien résolu parce qu'il y a, je sais pas, algorithmiquement ça s'est moins bien passé, mais qui peut, si on est vraiment très gentil, laisser apparaître en faisant abstraction de ce truc-là, ouais, c'est beaucoup de si, mais un diagramme de bifurcation qui semble, alors les points sont très très grands, mais qui semble donner un comportement chaotique et redonner ces petites aires de stabilité qu'on avait déjà vues sur notre ancien diagramme de bifurcation. Donc c'est là-dessus que je vais à peu près achever. Juste une question. Ouais. Là, tu as tracé quoi en fonction de quoi ? J'ai tracé le nombre de cycles limites tout en suivant le long de l'axe des réels. Donc tu vois, pour assez variable. Pour 0, la limite c'est 0. Pour des nombres un peu négatifs, il y a une limite. Et lorsque tu avances jusqu'à un certain point, il commence à y avoir deux limites vers lesquelles ta suite oscille. La suite générée en appliquant itérativement ta fonction f, etc. Et je fais ça jusqu'à une certaine valeur un peu arbitraire de -2, mais qui m'a permis de faire apparaître 2 fois des franges de chaos. Et donc tout ce travail, il est très très inspiré d'une vidéo que j'ai vue, qui est absolument géniale, que je vous conseille de voir en complément, de laquelle je tire la dernière image, qui est vraiment, une des images que je trouve les plus stylées du monde, moderne et réel. Donc où on voit, c'est un peu chelou comme ça, mais où on voit vaguement Mandelbrot, et où le gars s'est amusé à tracer, un peu comme je l'ai fait. Nous, ce qu'on vient de voir, en fait, c'est le trait en jaune, quoi. Ce que je viens de tracer juste au-dessus, c'est cette trait en jaune. Et lui, il a rajouté les valeurs des limites entre lesquelles la suite vient osciller, selon la valeur du complexe utilisé en paramètre de notre fonction. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.